Puis voilà, j'ai travaillé dans un Media Lab, Fab Lab en bibliothèque dans le passé. Puis maintenant, je m'intéresse toujours à ces questions-là. Alors voilà. Ce que je voulais voir aujourd'hui un peu, c'est quels sont les enjeux qui sont liés à réparer nos objets. On est en 2021, puis on se demande encore pourquoi on a des trucs qui brisent tout le temps. Donc, je vais parler de ça brièvement. Ensuite, survoler des savoir-faire qui sont utiles pour mieux vivre avec nos objets, mieux vivre sans polluer et plus en retirant plus de satisfaction des choses qui nous entourent de façon plus large. Comment bien évaluer aussi lorsqu'un objet a vraiment suivi son cours de sa vie, son cours d'utilité, ou est-ce que vraiment c'est le temps de s'en départir et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Et à la fin, c'était de voir avec vous s'il y a un objet en particulier, si vous avez un problème qui vous titille, voir si on fait un peu une espèce d'atelier Geneviève vous aide à réparer vos trucs. Alors, sans plus tarder, je voulais nous lancer un peu sur la question de qu'en est-il de la quantité de déchets qu'on génère. Puis, donc, je vous lance la question, combien de déchets un occidental va générer par mois en moyenne? En poids ou en volume, comme vous voulez, là. Mais... je ne sais pas. Ne sais pas. Trop est une bonne réponse. Je imagine ça, mais decir que es moyen pour moi. Bon, yo sé que les portables presque un portable par an, ¿no? Les personnes les utiliser, ¿no? Mais en général, je ne sais pas vraiment, ¿no? La réponse, c'est son propre poids par mois. C'est bon, alors là, c'est certain qu'avec la pandémie, peut-être que le poids a monté un peu ou changé, mais c'est environ ça. Donc, autant pour les enfants que pour les adultes, si vous pesez 60 kilos, c'est à peu près 60 kilos par mois. Ça inclut, bien entendu, les déchets organiques. Donc, ça peut, dans un pays comme le Canada, par exemple, d'où je viens, il y a une énorme problématique de sur-gaspillage de la nourriture. Donc, la nourriture, il y a beaucoup d'eau, l'eau pèse beaucoup, mais son propre poids. Donc, c'est énorme. Puis, de là, l'idée de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour alléger ce fardeau-là? Dans des événements comme celui-ci, on parle beaucoup d'économie circulaire, donc d'arriver à vraiment toujours remettre dans le cycle les éléments qu'on utilise. On peut, bien entendu, effectuer une consommation un peu plus avisée, donc bien réfléchir à ce qu'on consomme, à ce qu'on achète, de façon à produire moins de déchets. Il y a toute la mouvance zéro déchet, par exemple, qui s'inscrit dans ça. Bon, évidemment, le compostage. Mais l'impact le plus accessible, c'est de prolonger la vie de ce qu'on a déjà devant nous. Prendre soin de nos choses, comme dirait ma mère ou mon père, mais aussi voir pour toutes les choses qui nous entourent avant de s'en départir, mais est-ce qu'il n'y a pas une seconde vie à donner à ça? Et parfois, la seconde vie, comme pour les objets comme pour les humains, des fois, cette vie-là, c'est une continuité, puis des fois, ça va être une discontinuité. Ça implique d'avoir des objets qu'on peut réparer. Et ça, c'est pas donné nécessairement qu'il est possible de réparer chaque chose. Par exemple, si votre écran d'ordinateur, présentement, cessait de fonctionner, est-ce que ça serait facile ou plus ou moins facile ou très difficile à réparer? Ça va dépendre de l'appareil que vous avez devant vous. Par exemple, certains ordinateurs portables vont être très, très, très faciles à réparer. On en voit qui ont 15 ans, 20 ans, puis que c'est facile de trouver des pièces au marché gris ou même par le fournisseur, puis faire la réparation. Pour d'autres, bien, même en allant dans un magasin spécialisé en réparation d'ordinateur, on va nous dire que c'est excessivement difficile de parvenir à réparer cet appareil-là parce qu'il n'a pas été conçu pour être réparé. Par exemple, le boîtier va être déformé à la minute où on essaie de faire une intervention dessus, où on va regarder des pièces qui sont moulées d'une seule pièce, qui vont donner un look très frappant, mais qu'au-delà du look, c'est excessivement difficile à se les approprier. Donc, le fameux right to repair dont on entend parler parce qu'il y a beaucoup de législation au niveau des États-Unis qui s'articule autour de ça, un peu au Canada.
un peu plus en Europe aussi et de plus en plus partout dans le monde, c'est d'avoir le droit de réparer ces bidules électroniques, mais pas juste le droit comme vous ne serez pas arrêté si vous réparez votre bidule électronique, mais c'est d'être capable de trouver les pièces pour les réparer, d'avoir des manuels qui sont accessibles. Et quand je dis accessible, je veux dire à la fois, on peut les trouver si on les cherche, mais aussi qui sont disponibles dans plusieurs langues, qui vont être aussi disponibles avec accessibilité pour les gens qui ont des difficultés, des barrières à la lecture, soit des barrières visuelles ou autres. C'est d'avoir des codes d'erreur qui sont disponibles aussi, comme par exemple sur les automobiles, si vous vous branchez à l'ordinateur de bord de votre automobile, il va vous dire code d'erreur 722, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tant que les codes d'erreur ne sont pas publiés, on ne peut pas le savoir. Et aussi la possibilité d'avoir, par exemple, si mon ventilateur brise, je vais le faire réparer chez un fournisseur qui fait de la réparation en tout genre, que la garantie soit honorée, même si ce n'est pas le réparateur homologué par le fabricant de l'objet. Comme je l'ai dit, il y a de plus en plus d'États qui légifèrent en ce sens-là. Une des choses qu'on voit, par exemple, au Québec, d'où je viens, c'est de pousser pour avoir la publication de l'espérance de vie d'un produit. Donc, si vous êtes dans un magasin, vous regardez sur les tablettes ou si vous êtes en ligne, parce que maintenant on est en ligne, et puis vous regardez des aspirateurs, bien là, vous allez pouvoir voir, cet aspirateur-là est plus bon marché, mais par contre, son espérance de vie est évaluée à 4 ans, sa garantie est d'1 an. Tandis que le modèle d'à côté, qui est un peu plus cher, ben, son espérance de vie est de 8 ans. Donc, ça permettrait pour les fabricants de positionner la qualité de leurs produits par rapport à ça, mais si c'est évalué de façon indépendante aussi, ça permet aux consommateurs d'avoir une idée, au moins, au-delà de la garantie, est-ce que ce truc-là va devenir rapidement un candidat pour les ordures ou est-ce que c'est quelque chose qui va être un peu plus durable? Et puis, aussi, c'est la possibilité pour les États d'affirmer dans la loi que les pièces pour réparer nos objets doivent être offertes à un prix raisonnable. Et là, ça va être sous diverses conditions. Donc, par exemple, dans certaines juridictions, on va dire les pièces doivent être mises à disposition de certains réparateurs agréés et dans d'autres, on va dire à disposition de tous. Ça pose énormément de questions au niveau de qu'est-ce qui constitue la propriété intellectuelle pour un fabricant. Mais on avance vers ça. On avance vers ça, mais est-ce que nous, comme individus, on est plus avancés? Parce que la question, c'est de savoir, bien, ces objets-là que je regarde, est-ce que moi, je vais être capable de me les approprier? Et là, ce que j'ai à l'écran, c'est un guide par la MAIF qui se positionne comme un assureur militant, mais qui avait travaillé avec le Zero Waste Foundation pour voir dans un Fab Lab, quand on conçoit des objets, comment on peut faire pour qu'ils soient le plus durable possible. Et j'aime beaucoup cette liste de questions-là parce qu'on peut l'utiliser aussi pour les objets de consommation qu'on envisage, puis se dire, bien, est-ce que c'est un objet qui va avoir une certaine durabilité et ou une certaine réparabilité? Donc, première question, comment est-ce que les objets du même type que le mien deviennent obsolètes? Vous mentionniez tantôt un ordinateur portable. Et à ce moment-là, les ordinateurs portables, ça va être parce qu'on va se mettre, par exemple, à faire l'usage d'applications qui demandent plus de puissance de calcul. Donc ça, on peut se dire, OK, bien, si les ordinateurs deviennent obsolètes à cause de la puissance de la calcul, est-ce que je peux trouver un objet, un ordinateur dont je pourrais augmenter la puissance de calcul dans le futur? J'ai anecdote de vie personnelle. Présentement, j'ai beaucoup trop d'aspirateurs robots chez moi parce que les gens savent que je m'intéresse à la robotique. Donc, à chaque fois qu'ils ont un robot brisé, j'en hérite pour le réparer. Puis ensuite, souvent, eux, ils vont aller vers autre chose. Donc, j'ai beaucoup d'aspirateurs robots, bref. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours au niveau de la pile. Et il y a selon les marques, changer la pile, ça va être plus ou moins simple. Et avoir une certaine transparence sur l'état de la pile, ça va être plus ou moins simple. Donc, si j'étais à concevoir un aspirateur ou si j'étais à magasiner un aspirateur, la première question que je me poserais, ce serait de savoir est-ce que la pile est simple à changer et est-ce que cette pile-là, elle est durable? Et bon, vous me suivez. Ensuite, quels sont les points faibles de mon objet? Il n'est pas des points faibles dans le sens point fort, point faible, mais plus dans le sens où est-ce qu'il se situe une fragilité au niveau de cet objet-là, les risques de casse.
Un exemple sur ça, j'avais magasiné avec un ami des casques d'écoute portatifs. Donc, vous imaginez, là, vous avez le cerceau, les oreilles, et c'est un casque qui était pliable. Et donc, les pièces du casque, qui a une certaine, vous voyez, c'est mobile, ça se plie, mais il y a un des arcs près de l'oreille des deux côtés qui reçoit toujours beaucoup de stress parce qu'il y a comme une certaine torsion quand le casque est plié entre les deux. En achetant ce casque-là, c'est certain qu'on doit se dire, je vais devoir figurer comment je peux recoller cette partie-là quand elle va inévitablement casser. Donc, vraiment observer les choses en sachant que nous allons tous redevenir poussière et que l'objet, au final, il y a des points faibles. Comment répondre à chacun des risques? Quelle réparation je dois prévoir? Donc, d'avoir en tête ce que ça va nécessiter de corriger la faiblesse du produit. Par exemple, si je vois une planche à roulettes qui a l'air qui est très, très bon marché, mais dont le bois a l'air un peu faible, si la planche à roulettes fend en deux, là, c'est pas simple à acheter, changer la pièce. On change tout. C'est une réparation qui est coûteuse, donc il faut voir. Par contre, ça va être très facile à démonter. Donc, il faut voir si j'ai un objet dont les vis sont exposées, tout ça, ça utilise des vis standards ou est-ce qu'on a un truc qu'on doit utiliser une petite spatule pour aller jouer dans un plastique pour enlever des petites clanches qu'on ne voit pas. Ou carrément, comme certains ordinateurs, est-ce qu'il n'y a pas d'accès pour un usager qui voudrait l'ouvrir? Est-ce que les pièces sont standards? Si vous avez déjà vu les consoles de jeux vidéo portatives, vous savez que les vis qu'il y a là-dessus, c'est un type de vis qui, par exemple, va avoir une vis qui va être triangulaire ou ça va être des designs qui rendent difficile l'accès. Donc, est-ce que ce sont des pièces standards, des vis M4, on sait que la longueur ou est-ce que ça va être une vis qui est un peu exotique, puis là, à ce moment-là, il va falloir se procurer le tournevis, lui, tout aussi exotique. Bon, bien entendu, les batteries, je l'ai mentionné. Le type de matériel dont un objet est fait, on devrait vraiment le prendre en considération, pas seulement pour son impact écologique, mais aussi pour sa durabilité tout court. Il existe des applications où, par exemple, l'émail sur quelque chose va être très résistant ou la peinture sur quelque chose va être très, très résistante ou à l'inverse, on va avoir un matériel qui a plus tendance à s'effriter. Sur mon vélo, là, pas plus tard qu'hier, mon vélo, aucun problème, je l'adore. Et là, il se met à faire 35 degrés et tout se met à prendre le camp. Les poignées du guidon, de caoutchouc au soleil, j'avais toutes les mains en petits flocons de guidon. Là. Donc ça, il faut voir, est-ce que c'est le meilleur matériel à privilégier? Peut-être, mais jusqu'à 30 degrés Celsius. Donc, il faut voir. Puis, comment fournir? Est-ce qu'on me fournit toutes les données nécessaires pour pouvoir réparer facilement l'objet? Donc, par exemple, pour ce qui est des objets électroniques, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder sur le site du manufacturier avant de se commettre à quelque chose pour voir est-ce que la documentation qui existe, elle est claire, non seulement pour l'utilisation, mais aussi pour voir avec tout ce qui est réparation, puis voilà. Oui, bon, je vois David qui nous pose des questions sur ces objets à rafistoler. On va... C'est pour la fin de... Ah, ouais, je les garde vraiment, on va y venir. On va y venir. J'apprécie le passe-bête. Les manipulations les plus fréquentes qu'on doit faire lorsqu'on répare des objets. Puis là, je les mets là un peu en fil pour juste que chaque personne, on s'évalue soi-même à dire est-ce que je suis capable de faire ça. Donc, les plus simples, quand il y a des bris, ça va exiger de nettoyer, lubrifier des pièces. La souris qui ne fonctionne pas, le clavier qui fonctionne mal. Dans les appareils électroniques, c'est très, très, très souvent ça. Un interrupteur qui, tout d'un coup, ne fait plus son travail. Ou ça va être de nettoyer, parfois ajouter un petit peu de lubrification, parfois non. Mais il faut savoir comment démonter le clavier, comment ouvrir le boîtier. Si c'est un téléphone portable, parfois, ça va être les boutons du téléphone qui ne répondent plus très, très bien. Donc, pour ça, il faut qu'ouvrir le téléphone, je mets des gros guillemets, ça peut être une manipulation qui est un peu ardue, mais souvent, il suffit d'aller ouvrir, utiliser un solvant approprié, puis nettoyer, puis ça y va. Changer une pièce inutilisable. Là où c'est plus difficile, c'est d'être capable d'identifier la pièce. Je pense qu'on a tous vécu
d'être allé soit avoir eu un bris avec un électroménager ou une voiture ou un vélo, puis dire, ben, c'est la petite pièce là, la petite pièce ronde là, avec la petite douille. Il faut être capable de décrire ces pièces-là. Puis oui, Internet, c'est fantastique pour trouver toutes sortes de choses, mais encore là, il faut être capable de se trouver une façon d'arriver à la bonne terminologie pour décrire la chose. Une autre manipulation très fréquente de réparation, associer deux pièces. Donc, d'être capable de déterminer le matériel de la chose qu'on veut réparer, d'identifier soit un adhésif qui est approprié ou être capable de poser un clou, visser une vis. Ça semble tout bête, mais il faut aussi réfléchir aux gens qui ont des limitations fonctionnelles à la réparation. Donc, par exemple, peut-être qu'une réparation va demander tout simplement de dévisser 4 vis pour changer une pile. Pour une personne qui va avoir de l'arthrite, par exemple, c'est une manipulation qui ne sera pas possible. Donc, dans nos espaces, dans nos communautés, dans ce qu'on crée autour de nous, de réfléchir à comment on peut rendre ces manipulations-là aussi plus accessibles à quelqu'un qui a peut-être perdu la fonctionnalité, qui ne peut pas effectuer ces manipulations-là. Souvent, ça ne demande pas grand-chose. Peut-être juste designer une prise ergonomique pour un tournevis, par exemple. Mais de réfléchir à comment on peut abaisser ces barrières-là. Sceller avec des résines, c'est manipuler les résines de façon générale. C'est un apprentissage. Il faut aussi voir notre tolérance à certains matériaux dans certains contextes. Donc, par exemple, à la maison, je n'ai aucun problème à utiliser une résine AB avec beaucoup de ventilation, sauf que dans un Fab Lab, si on serait 20 personnes à travailler avec des résines en même temps, ben là, on peut avoir d'autres enjeux. Oui. Bon, identifier les stress dans les matériaux, j'en ai parlé un peu tantôt avec mes écouteurs pliants, c'est de parvenir à observer soit avec des loupes, soit par microscopie, soit juste avec le gros bon sens, voir où est-ce qu'il y a des faiblesses dans ce qu'on veut réparer avant que ça ne soit une cassure. Donc, si on est capable d'identifier ces stress-là, souvent la réparation est beaucoup plus simple. On peut mettre un genre d'attelle puis sauver la pièce avant qu'elle ne nous casse dans les mains. Les techniques de duplication, bien ça, si vous avez fait de l'impression 3D dans un Fab Lab, vous avez sûrement touché à ça, mais de voir comment, plutôt que d'imprimer une pièce à la pièce, de voir est-ce qu'on peut faire certains moulages pour dupliquer des pièces qui serviraient souvent. Bien sûr, la fabrication additive, c'est merveilleux, mais c'est aussi, ça peut être très onéreux en temps. Donc, si on a une pièce qu'on peut recréer ou est-ce qu'on peut, ou carrément, si on a 3 pièces identiques, une pièce brisée, parfois, il peut être plus simple de faire les 4 pièces à 9 puis d'arriver à quelque chose qui est uniforme. Le brasage, plus communément appelé soudure électronique au Québec, mais qui n'est vraiment pas le bon terme, ça, c'est quelque chose à absolument s'initier à ça, pas seulement pour l'électronique, tout simplement pour être capable de faire des petites réparations sur des surfaces métalliques. Souvent, ça va être la chose qui est la plus efficace avec un petit peu de soudure sur une pièce métallique plutôt que d'aller avec un adhésif puis un montage complexe. Le rapiessage, comme nos grands-mères avec une aiguille et du fil, ça peut être excessivement utile de travailler avec des textiles dans des contextes de réparation, même dans parfois des endroits où on ne s'attendrait pas nécessairement à utiliser le textile. Ça peut être très, très, très performant au lieu d'utiliser un adhésif qui va avoir une durée de vie plus courte, d'associer l'adhésif puis un textile, par exemple. Parfois, ça peut être des démarches d'imperméabilisation. Donc, ça, il faut voir qu'est-ce qu'on utilise. Est-ce qu'on va utiliser une huile, une cire, un silicone? Tout ça est possible. Surtout quand on effectue des réparations, par exemple en électronique ou plus autour d'une montre, ce genre de choses-là. Et la bonne vieille soudure, bien là, c'est certain que c'est une question de compétence aussi. Moi, celle-là, je ne l'ai pas. Mais de voir pour les compétences qu'on n'a pas, est-ce qu'on peut les apprendre ou est-ce qu'on peut s'associer à quelqu'un qui a ces connaissances-là pour carrément augmenter notre arbre des possibles. Donc, le plan de match, on va y arriver aux choses plus concrètes. Pour toute réparation, vous avez besoin de déterminer c'est quoi les outils, les fournitures à privilégier pour faire ça. Avoir accès à un ordinateur, une bibliothèque. La raison en est simple. Si vous tentez de réparer quelque chose, il y a quelqu'un qui a essayé avant vous, c'est presque certain.
Et si on est un peu chanceux, cette personne-là va avoir documenté la chose, ce qui est encore mieux et qui peut nous éviter beaucoup de travail. Et puis, je dirais le support moral, la curiosité. Vous allez réparer un truc, puis on va vous dire, OK, mais ça serait pas plus simple d'aller en acheter un nouveau? Puis la réponse est presque toujours oui, ça va être plus simple d'en acheter un nouveau, mais c'est pas le sens de la démarche. Donc, d'avoir une communauté autour de vous qui vous supporte là-dedans et qui sont intéressés à ce que vous faites aussi, c'est vraiment payant. La petite astuce par rapport à ça aussi, c'est de bloquer les traceurs de pub sur l'appareil que vous allez utiliser avant de vous lancer parce que vous allez recevoir du ciblage publicitaire absolument fascinant dans sa précision. Donc, si vous cherchez, exemple, réparer perceuse, vous allez voir que des pubs de perceuse pendant 3 semaines. C'est très tentant à ce moment-là de laisser tomber la réparation. Donc, voilà, on bloque les pubs si possible. Avant de se lancer, bien, on considère les bénéfices de l'exercice dans le cadre plus large que le coût. Je le disais, c'est toujours plus simple d'aller au magasin, mais qu'est-ce que je vais apprendre de ce projet-là? Qu'est-ce que j'aimerais peut-être améliorer aussi de mon objet? Et quand je parle d'amélioration, je veux dire que le mieux est l'ennemi du bien, dans le sens que si, par exemple, je fais une réparation sur un ventilateur, peut-être que j'ai envie de faire qu'il brille dans le noir aussi. Puis peut-être qu'au final, mon ventilateur, il va peut-être faire un petit bruit de plus que ce qu'il faisait avant, mais il va briller dans le noir. Donc, essayez de voir bien, est-ce que la cicatrice de la réparation que je vais faire, je l'accepte et en fait, je l'honore, si on veut. On est loin de la satisfaction instantanée avec ce type de réparation. Bien, parfois, on va faire une réparation, ça va super bien, puis c'est simple, puis c'est fantastique, puis on est très près de la satisfaction instantanée, mais je dirais que tous les, entre guillemets, patenteux du Québec, on démarre parce qu'on est paresseux, hein? On ne veut pas aller au magasin, je n'ai pas le goût de me déplacer juste pour ça, je ne peux pas croire que je vais acheter une vis, bon, ce genre de réflexion-là. Mais la fierté qu'on a d'avoir réussi notre petit truc, notre petite astuce, bien ça dure toute la vie, puis ça nous est remis à chaque fois qu'on regarde l'objet aussi. Ça, c'est vraiment pas, c'est pas à négliger. De penser aussi que cet apprentissage-là, c'est plus que le simple fait d'apprendre à faire, c'est plus qu'un savoir-faire, ça devient aussi plus qu'un savoir-être, c'est vraiment un savoir apporter son impact. Il y a des... à l'instant même, si vous marchez sur les rues de votre ville, peu importe la ville, je suis certaine que vous allez trouver une panoplie de trucs qui sont encore bons, qui sont mis à la rue parce qu'on n'a pas la créativité de les réutiliser ou on n'a pas je dirais le courage de les réparer. C'est un certain courage de se dire, ben, je vais faire un projet pour un truc que tout le monde connaît peut être solutionné en lançant quelques dollars au problème. Mais c'est payant pour la collectivité. Il faut un peu découpler la notion du coût individuel, du coût en temps individuel, puis de voir, ben, OK, mais au final, est-ce que j'ai fait travailler quelqu'un en faisant ma réparation? Est-ce que j'ai appris des trucs? Est-ce que j'ai empêché de remplir encore plus les dépotoirs avec un truc encore bon? Bref. Aussi, on fait un peu on suit la démarche historique quand on répare des objets. Vous allez voir aussi, il y a comme une espèce d'attractivité à ça. Là. Donc, on commence, on répare des trucs, les gens deviennent qu'à être au courant, puis là, ils nous apportent leurs vieux trucs. Et en démontant des objets électroniques qui sont plus de la première jeunesse, en démontant, en réparant des vieux, par exemple, je sais pas, là, j'ai un truc que j'ai réparé récemment, c'est une râpe à fromage. C'est tout bête, là, mais bref. De voir comment, dans les années 80, on faisait les choses. Il y a un contexte historique à ça, il y a un contexte social. On peut voir pourquoi on en est où on en est aujourd'hui par les objets, de un. Puis de deux, on peut voir aussi certaines, j'appelle ça les opportunités sérielles, dans le sens que si je répare, exemple, je sais pas moi, un casque d'écoute, parce que j'aime beaucoup ce casque d'écoute-là, il est merveilleux, mais le connecteur, il était mal conçu, puis là, ben, le son est mauvais. Ensuite, je sais comment réparer tous les casques d'écoute du même modèle. Et si c'est un casque d'écoute qui était très populaire, il y a une opportunité de remettre ce savoir-faire-là en jeu de multiples fois. Si c'est de construire un petit bidule, exemple, si je pense à mon ordinateur portable, les 4 petites pattes ont décollé à peu près à l'instant où on les a regardées. Là. Donc,
n'y a plus un ordinateur de ce modèle-là qui a ses 4 pattes. Bon, mais si vous êtes en mesure de présenter comment vous avez fait la réparation, il y a des milliers de personnes qui vont le consulter. C'est vraiment... Ça donne des bonnes journées à plein de gens, puis ça peut avoir un impact plus grand. Puis au niveau de l'entrepreneuriat, bien, peut-être qu'on peut découvrir des opportunités sérielles de là. Ce qui est important avant de se lancer dans un projet, c'est de déterminer quelle est la finalité qu'on désire atteindre, parce que, comme tout processus créatif, on s'ouvre à plein d'opportunités plus on répare dans l'appareil. Puis, si on ne se met pas une limite, il y a toujours une possibilité de faire une autre itération sur l'appareil. Exemple, c'est le plus bête du monde, une cuillère. Donc, la cuillère est cassée, on répare la cuillère. Après, on se dit, ah, OK, la cuillère pourrait avoir aussi une prise ergonomique. Oh, la prise ergonomique, c'est bien, mais je voudrais aussi pouvoir l'accrocher. Oh, là, c'est bien, je peux l'accrocher, mais là, tout à coup, ça ne va plus au lave-vaisselle. Donc là, j'aimerais la refaire, mais dans un autre matériel. Il n'y a pas de fin à ça. Je suis juste sur une cuillère. Donc, il faut se mettre une finalité parce qu'autrement, on n'arrive pas à, entre guillemets, livrer la cuillère. Puis la satisfaction est plus basse à ce moment-là. Puis aussi, bien, ça va crédibiliser votre démarche auprès de vous-même et des autres. Matière intéressante pour une station de réparation. Ça, j'ai monté ça un peu plus pour le contexte des Fab Labs, mais c'est aussi ce que j'ai à la maison à large partie. Donc, ma matière préférée pour les réparations, c'est des thermoplastiques. Je vais montrer tantôt sur une page web si vous ne connaissez pas. C'est des petites billes qui... le plastique est solide à température pièce. Puis, autour de 85 degrés Celsius, ça devient comme une pâte malléable. Ben, c'est une pâte malléable. Et ça permet de faire rapidement des prototypes 3D de trucs. Donc, c'est super amusant pour les enfants qui veulent faire des petites sculptures. C'est super amusant aussi pour les adultes qui veulent réparer des trucs. Et quand le plastique redevient à température pièce, il est quand même relativement résistant. C'est une matière qui donne un plastique qui est quand même flexible, mais sans être flexible à outrance. Donc, c'est absolument pas approprié pour mettre dans des récipients chauds, ce genre de choses-là. Par contre, ça permet de faire un modèle prototypé rapidement. Puis ensuite, si on veut passer à quelque chose qui est plus précis, par exemple, si on voulait le faire pour la découpe laser, l'impression 3D, on a quelque chose duquel on peut vraiment partir, puis pas seulement se représenter abstraitement les mesures, mais dire, ah ben non, vraiment, j'ai fait de la poignée en sugruge, la mesure, j'ai fait 8,5 cm, ça aurait besoin d'être un petit peu plus long, et faire le modèle comme ça. Et à ce moment-là, on passe beaucoup plus rapidement à quelque chose qui est fonctionnel. Les résines et époxy, pour toutes sortes de raisons, que ce soit scellé, que ce soit marqué, certains, ça peut être réparé. J'avais un contreplaqué qu'on a fendu par erreur en essayant de réparer un truc. J'ai mis de l'époxy marin dessus, peinturé, ça ne paraît plus et c'est très solide. C'est certain que tout ce que je vais nommer, il y a un impact écologique à ça aussi. Il faut faire le choix qui a l'impact le plus bas dans toutes les possibilités, mais il faut aussi faire le calcul de ce qui ne va pas au dépotoir par ce qu'on fait. Donc, parfois, c'est difficile d'aller faire un calcul qui est vraiment parfait, mais je reviens au point des 2 diapositives, le mieux est l'ennemi du bien aussi. Il faut quand même considérer qu'on apprend aussi là-dedans, puis que ce n'est pas une démarche éhontée de gaspillage. Toutes les retailles mal aimées qui nous entourent, là, ça peut être du bois, de l'emballage d'un électroménager, par exemple. La tablette juste à côté de moi ici, c'est 2 planches de bois qui étaient dans l'emballage d'un électro, puis la plaque métal, c'était une porte d'un meuble Ikea qui ne servait plus. Personne ne le sait sauf moi et vous maintenant. Tout ce qui est bon, métal, bois, plastique, je ne dis pas de faire une remise et de conserver des 30 tonnes de matériel au cas où. Mais je dis par contre d'être capable de développer cet œil-là, de se dire, OK, ce carton-là est vraiment propre, il est vraiment solide, peut-être que je m'en garde une retaille pour faire quelque chose. Ce verre-là, oui, il est recyclable, mais est-ce que je pourrais m'en servir pour quelque chose dans un montage? Donc, d'apprendre à juste développer ce radar-là pour les trucs. Si c'est recyclé, c'est pas si mal, mais si on peut l'éviter de le mettre au coin de la maison, c'est mieux. Si vous êtes le moindrement près de la technologie ou si vous avez le moindrement eu un ordinateur depuis les années 80, je suis absolument persuadée que vous avez une boîte de vieux connecteurs qui ne sert à rien. Peut-être mis à part les déménagements, mais bref, la grosse boîte de câbles désuets, là,
On peut lui donner plein d'amour dans le contexte de réparation parce qu'à l'intérieur, ben, un connecteur, c'est un connecteur. Puis si on a besoin de changer quelques connectivités que ce soit dans un bidule électronique, ça peut être super utile d'avoir des bons câbles bien isolés, sans aller acheter une petite roulette de câbles pour des réparations qui ne nécessitent pas de finesse, là. Les adhésifs, il faut y aller au plus simple. Moi, je dirais qu'il faut commencer avec ce qu'un enfant utiliserait à l'école. Donc, les bonnes vieilles colles à papier, colles à bois. Puis, on acquiert d'autres colles selon les besoins. Toutes les colles de type cyanoacrylate, la fameuse Crazy Glue, souvent, c'est pas la meilleure chose pour le succès. Souvent, les choses qui brisent, ça va être des choses qui sont soumises à un stress constant. Puis ça va prendre une colle qui a peut-être un petit peu plus d'élasticité lorsqu'elle est séchée que ça. Mais bref. Et des presses parce que sans la pression sur la colle, on ne colle rien. C'est une leçon apprise à la dure. Après beaucoup de frustration, de trucs qui font toc par terre à 3 heures du matin. Des huiles pour la lubrification des pièces. De façon générale, un petit peu d'huile minérale. Je ne suis pas la plus grande fan internationale des hydrocarbures, mais un petit peu d'huile minérale. Ça finit toujours par servir. Il y a toujours un petit ventilateur qui grince, une porte qui couine. En avoir un petit flacon, ça sert toujours bien. Des surfaces de travail pensées pour l'organisation du travail. Donc, ma surface personnelle préférée, c'est d'avoir une bonne vieille planchette pour la découpe avec des mesures. Puis, à côté, une bonne vieille planchette bleue en silicone là, pour le brasage, qui a plein de petits compartiments pour toutes les petites vis, les petits trucs qu'on démonte. Ça évite beaucoup de frustration. Puis quand on s'évite la frustration, ben, on a plus de chances d'y retourner à la réparation. Au niveau de l'outillage plus spécialisé, bien là, il faut voir. Donc, regardez autour de vous, faites un inventaire des choses qui sont potentiellement des choses qui peuvent briser. Assurez-vous que vous avez les tournevis pour dévisser ces trucs-là. Donc, si vous portez des lunettes, ça vous prend les petits micro-tournevis. Le moindrement que vous allez faire le démontage d'appareils électroniques, ça prend des petites pincettes, ça prend une loupe, juste pour être capable de faire ça sans frustration. Le plus important, et le dernier, c'est la caméra. Et la caméra sert à, lorsqu'on démonte quelque chose de complexe, de garder des preuves étape par étape pour qu'ensuite, lorsqu'invariablement on est dérangé dans notre démontage et qu'on doit y retourner, on sait précisément ce qu'on avait fait puis ce qui restait à faire. Et quand on remonte, on ne se ramasse pas à la fin avec une vis sans savoir où elle va. J'ai expérience vécue. J'ai fait suivant sur le avec la vie. Et dans les autres équipements à considérer, ben, des solvants. Le meilleur solvant, c'est le solvant universel, l'eau distillée. En avoir un petit peu, c'est toujours chouette. Après, bon, différents solvants comme l'alcool à friction peuvent être très utiles. L'acétone, mais encore là, il faut s'aménager des lieux avec la ventilation appropriée. Et toujours lire la fiche de sécurité de tout ce que vous entrez chez vous, bien entendu. Des pinceaux, des brosses de toute taille et texture, c'est utile autant pour le nettoyage que pour l'application de produits. Bien entendu, la connectivité pour consulter des ressources en ligne, mais je le dis parce que parfois on se dit « Ah, ben, je veux faire ça dans l'atelier ». Et si l'atelier n'a pas le Wi-Fi, ça peut être du temps plus ou moins frustrant dans l'atelier. Bon, les équipements de base pour l'électronique, ça, il y aurait un livre à écrire là-dessus, mais une petite base pour faire du brasage. Donc, le fer à souder, un petit peu de soudure, la petite éponge, un truc pour ravaler la soudure quand on fait invariablement des petites erreurs, ce genre de choses-là. Des protecteurs de surtension parce qu'on va à un moment donné faire une bourde, on va oublier de brancher un fil et ce fil-là, c'était la mise à la terre, un truc du genre. Donc, bien protéger le reste de notre électronique. Dans un Fab Lab, super chouette d'avoir des bacs pour le recyclage des matières dangereuses parce que c'est inévitable que vous allez vous retrouver avec des montagnes de piles usées. Le moindrement qu'on fait de la réparation d'appareils électroniques de nos jours, on va y être. Les pâtes nettoyantes, ma préférée, on la trouve souvent là, dans les magasins d'automobiles, une espèce de slime, de borax. Souvent, ça sent le citron. Ça, c'est pas génial avec tous les additifs, mais c'est une pâte collante donc, qui permet de juste l'appliquer puis coller les impuretés. Pour des trucs qui ont des claviers, des interrupteurs, ça fait un bon boulot d'enlever le pire.
Il y a aussi la pâte d'horlogerie qui est moins commune, mais qui peut aller vraiment être super pour aller nettoyer des trucs comme les écrans, des petits interrupteurs fins, des petits boutons miniatures, ce genre de choses-là. Et des préparations de moulage. Pour les préparations de moulage, il y a vraiment des compromis à faire. Ce que je trouve qui est le plus performant, c'est ce qui se fait avec du silicone. Ça a ses propres impacts, problèmes environnementaux. Au plâtre, ça peut être chouette aussi. Mais bref, tout ça a un impact non négligeable, sauf que si ça permet de sauver assez de temps que c'est utile, bien, de toute façon, je suggère fortement d'avoir quelque chose pour faire du moulage. Je veux dire, je suggère tellement que j'en ai sur mon bureau présentement. C'est excessivement utile de pouvoir répéter une pièce sans avoir à attendre des heures à l'impression 3D. Et puis, évidemment, tout ce qu'on trouve dans un Fab Lab. Pour la maison, mes top équipements pour faire une espèce de mini-micro Fab Lab à la maison, c'est d'avoir ce qu'il faut pour faire du brasage. C'est ce que je trouve qui sert le plus souvent. Non seulement pour réparer l'électronique, parfois on va vouloir faire un petit trou dans une surface plastique et c'est pas génial de le faire au niveau de la protection, mais si on est capable de le faire dans un espace ventilé avec la pointe, ça peut être super. Une petite machine de base pour la couture, ça se trouve à très faible coût dans les boutiques de réutilisation. Souvent, c'est une bonne première chose à essayer de réparer parce que les plus vieilles machines à coudre, c'est presque exclusivement de la mécanique. Puis souvent, ça va être le cas d'une personne qui s'est fait léguer la machine à coudre, qui n'a aucune idée comment l'enfiler, puis ils abandonnent. Donc, il y a des belles aubaines à faire là. Puis, au niveau de l'impression 3D, quelle imprimante 3D nous suggères-tu, Geneviève? Celle que vous allez utiliser. On a passé un certain cap au niveau de la qualité des appareils. Regardez votre budget. Si vous avez le budget seulement pour une petite micro-imprimante 3D, mais qu'elle va servir, c'est celle que vous allez utiliser. Encore là, ce sont des appareils où il y a énormément de pièces mobiles. Il y a énormément de petites poussières en suspension. Ce sont des appareils qui vont nécessiter ajustement. Puis, si on l'acquiert dans une logique de « je fais ça pour réparer des trucs », la première leçon, c'est d'apprendre comment réparer l'imprimante 3D quand elle va se bloquer parce qu'elle va se bloquer. Voilà. Mon algorithme de « est-ce que je devrais jeter ce truc-là » ? Premièrement, est-ce que c'est réparable? Et là, je veux dire, est-ce que c'est réparable ou est-ce que c'est utilisable autrement? Parce que c'est pas seulement de voir des choses qui sont brisées. Parfois, c'est plus « j'ai ça, mais j'ai plus le câble. » Mais ça fonctionnait bien, mais j'ai plus le câble. Donc, est-ce réparable? Est-ce que je sais le réparer? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux le montrer à quelqu'un d'autre pour comment le réparer si moi, je ne veux pas vraiment le réparer, mais que je pourrais le montrer à quelqu'un d'autre? Si on répond oui à ces questions-là, on le garde. Est-ce encore utile? Parfois, ce n'est pas l'objet lui-même qui est utile encore, mais il pourrait être utile pour en réparer un autre. Mais très, très bon exemple de ça, ça va être un ordinateur portatif. Si, par exemple, mon ordinateur portatif qui a 15 ans, je l'adore, mais là, c'est foutu, la carte mère est là flambée, il n'y a plus rien à faire avec. Il peut être avisé de conserver toutes les autres pièces parce que si j'achète un autre ordinateur portable et que j'aimais celui-là et que je peux retrouver le même modèle en usager parce que certainement, s'il a duré tout ce temps-là, ça ne doit pas être le seul de son espèce. Conserver l'ancien appareil pour être en mesure de faire des réparations par la suite, c'est probablement préférable. Et alors là, je me ferais faire des gros yeux, me dire oui, mais Geneviève, c'est parce que je n'ai pas une pièce pour toutes les choses que je garde au cas. Non, c'est certain, mais on peut prioriser par contre. Des choses dans lesquelles on sait qu'il y a eu un gros investissement technique pour arriver à cet objet-là, ça vaut la peine de faire cette place-là, selon moi. Après, est-ce que c'est remixable? Parce que peut-être qu'on a un truc j'ai un jouet pour bébé qui ne fonctionne plus. Là. Bon, c'est un truc qu'on pesait sur le soleil, puis ça faisait « ah! » Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, ça fait partie de la catégorie d'objets qui sont peut-être plus utilisables. On ne veut pas électrocuter le bébé, mais qui sont peut-être hautement remixables. Donc, par exemple, si on a de la synthèse audio, peut-être qu'il y a la possibilité de faire un instrument de musique avec ça. S'il y a des boutons, des interrupteurs, des DEL, tout ça peut être enlevé et être utilisé ailleurs. Peut-être vous me direz, ben moi, je n'ai pas nécessairement de projet artistique pour ça. OK. À ce moment-là, trouvez quelqu'un qui a des projets artistiques pour ça. C'est vraiment... ce qu'on fait, là, c'est qu'il faut faire consciemment le choix de ne pas balancer aux ordures des choses qui peuvent servir à quelqu'un.
si vous arrivez au bout de cette démarche-là, puis vous ne trouvez absolument pas, les centres de réemploi, les éco-centres, tout ça, ils vont leur trouver un propriétaire heureux. Mais la beauté des objets, c'est qu'ils ont une histoire, puis l'histoire des objets nous relie aux autres. Donc, ça peut être vraiment chouette de trouver quelqu'un qui aimerait continuer l'histoire. Et sur ça, j'ajouterai ma dernière note, c'est qu'il faut faire attention parce que tout se récupère, surtout les données. Donc, quand on a un appareil électronique dont selon nous, on a vu le bout de la fin utile, exemple, le disque dur a sauté, puis on est persuadé que ça ne se répare pas, ça vaut vraiment la peine de consulter un expert pour s'assurer de ça parce que nos appareils, souvent, ont en mémoire des données qui peuvent nous nuire. Donc, par exemple, j'avais trouvé dans un centre de réemploi, je ne sais pas si vous connaissez les Apple Newton, c'est les anciens Palm Pilot, c'est comme l'ancêtre du Palm Pilot. Et il n'y avait pas les adaptateurs. Et je pense que ça devait être la seule raison pour laquelle ils avaient été mis là, c'est que personne ne pouvait tester qu'ils fonctionnaient vu qu'il n'y avait plus d'adaptateurs, puis la pile était foutue parce que ça avait 25 ans à ce moment-là. Mais quand j'ai trouvé un adaptateur, tout était intact. Donc, le carnet, les adresses, les rendez-vous de la personne, j'avais un snapshot de sa vie en 1992, très, très net. C'est certain que dans certains cas, bon, là, c'était plus rigolo, mais il y a des personnes mal intentionnées qui vont vraiment cibler ce type d'appareil. Ils vont chercher, exemple, ils vont aller dans les encans du gouvernement pour acheter des appareils, pour aller récupérer ce qu'il y a dans les données qu'ils ont sur les appareils. Donc, pour les nôtres, il faut faire attention, surtout si on destine cet appareil-là à un centre par exemple, une friperie, un centre de réemploi, puis consulter avec un expert juste pour vous assurer que toutes les données sont vraiment élevées. Ça peut être aussi bête de dire que il y avait mon mot de passe de Wi-Fi dessus. Oui, mais avec votre mot de passe de Wi-Fi, on est capable de trouver plein d'informations. Donc, voilà, c'était le petit « on fait attention sur ça ». Et c'est tout ce que j'avais là-dessus. Je vais juste nous amener à... Ah ben là, je vois, j'avais le thermoplastique ouvert, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Et là, c'est mon point de départ pour toutes les recherches sur comment réparer les trucs. C'est un site qui s'appelle iFixit. C'est aussi une entreprise qui vend des bidules. Et non, je n'ai pas commandite par eux. C'est simplement que c'est un bon site où il y a des guides très bien illustrés sur comment réparer les trucs. Ce n'est pas mon seul point de départ, mais je vais regarder ce qu'on a dans le chat, puis je vais voir à partir de ça. Donc, si je rouvre le chat. OK, les objets à rafistoler. Donc, pour David, adapter les équipements 220 volts à 110 volts. OK. Pour ça, la première chose à faire, en fait, c'est que ce travail-là est... Sans vouloir... Je ne veux pas ramener à... C'est plus facile d'aller au magasin avec celui-là, mais c'est important de converser avec quelqu'un qui connaît bien l'électricité avant de faire ces modifications-là. Parce que le montage du convertisseur comme tel, c'est pas sorcier. Les pièces pour ce faire, c'est encore là pas sorcier. Au niveau de la disponibilité, ben là, avec la pandémie, tout est plus compliqué, mais dans ce type d'électronique-là, ça ne devrait pas être trop mal. Mais c'est vraiment important de le tester dans un environnement où est-ce qu'on va être capable de mesurer qu'il n'y a pas de pic sur le courant, qu'on ne va pas endommager l'appareil, qu'on ne va pas endommager le propriétaire de l'appareil non plus. Donc, pour celui-là, je dirais ça, c'est vraiment un à faire en milieu plus supervisé où est-ce qu'on a quelqu'un qui est calé en électrique et qui est certifié, je dirais même. Que faire avec un scanner HS? C'est quoi HS? Désolée. Pardon. Hors service. Ah, un scanner hors service. OK, il y a plusieurs choses. J'avais vu un montage vraiment, vraiment génial avec juste le moteur du scanner pour faire fonctionner d'autres... c'était pour faire fonctionner une tricoteuse. Donc, le moteur avec qui déplace la lampe LED, ça, c'est réutilisable. Il faut voir, est-ce qu'il est hors service parce que c'est la lampe qui a sauté, parce que les lampes se retrouvent sur un marché assez facilement avec le numéro de pièce. Il y a eu une époque là, où est-ce que tout le monde avait comme...
je dirais autour de 1999, là, où est-ce que tous les fabricants d'appareils électroniques se sont mis au scanner. Là. Puis après, on est revenu à qu'il y a 3 compagnies qui en font, là, mais à cette période-là, il y avait beaucoup de ces pièces-là qui étaient des pièces génériques et ça se trouve. Donc, je regarderais sur je démontrais le scanner, une étape. Non, c'est quand même, c'est pas évident. Puis, j'essaierai de trouver pour cette pièce-là. Si c'est un scanner hors service qui est, je ne veux pas dire moderne ou pas moderne parce que c'est pas la bonne chose, mais ce qui avait une fonction sans fil, sur le site de la FCC, il est possible de voir l'information pour, de un, la radio, mais de deux, souvent, ça vient avec des schématiques très, très, très élaborés de l'appareil. Ça peut être aidant. Sinon, les mots-clés magiques sont Service Manual plus le modèle. Souvent, on va trouver à ce moment-là beaucoup plus d'informations que... Parce que même seulement en l'ouvrant, parfois, on va voir bon, ouais, j'ai l'interrupteur, mais c'est quoi le modèle de cet interrupteur-là? Ou wow, je vois le néon du scanner, mais je vais savoir la pièce. Donc, dans le manuel de service, souvent, ça va être indiqué. Changer la carte graphique d'un iMac 2009. Ah, ça, là, ça, c'est mon ami. OK, j'ai mon ami eBay pour ça. C'est la solution vraiment numéro 1, c'est d'aller regarder sur les sites de revente. J'essaie de le faire, je dirais, en cercle concentrique autour de moi. Donc, premièrement, si on a des connaissances qui ont fait du travail graphique, ça se peut qu'ils aient carrément le iMac qui dort dans leur sous-sol. Le iMac 2009, c'était la boule, hein? Je ne me trompe pas ou c'est... Ah, c'était le panneau. OK. C'est ça, oui. Ouais, OK. Celui-là, donc je pense que c'est MacFixit. Je ne sais plus le nom du site, mais il y a sur Every Mac, il va avoir la référence pour le manuel de service. Puis ça, c'est un modèle qui était en service de façon massive. C'était dans le domaine de l'éducation. Donc, des pièces en aftermarket, ils devraient en avoir autour de nous. Mon premier réflexe, ça serait de ne pas chercher la carte graphique, mais chercher un iMac où est-ce qu'on identifie clairement que le problème, c'est un autre problème. Donc, ce iMac, l'écran ne fonctionne pas. OK, il doit avoir une carte graphique. Parce qu'au niveau des coûts, comme on est, l'appareil a 12 ans, 13 ans en fait, parce que le 2009, c'est en 2008, là. Probablement qu'on est capable d'en trouver comme ça. Puis je vais en cercle concentrique. Donc, le cercle immédiat, puis un peu autour. Ça peut valoir la peine des fois un petit, je ne sais pas, pour les gens qui sont sur les médias sociaux, une petite publication médias sociaux, ce genre de choses-là. Ensuite, j'ouvrirai au site de vente locaux. Puis ensuite, je regarderai les eBay de ce monde, mais très, très, très souvent, là, juste par les sites locaux. Puis dans il y a souvent des petites boutiques d'électronique qui sont un peu comme des souks qu'on a sur certaines artères principales à Montréal. Ce genre de place-là, ils en auraient. Il fut un temps où c'était excessivement facile de trouver ces pièces-là parce que la courroie circulaire de l'entreprise au recyclage n'était vraiment pas établie. Aujourd'hui, dans la plupart des villes, on a un peu plus de sites où est-ce qu'on va retrouver du réemploi pour les ordinateurs, mais à ce moment-là, ça peut valoir la peine de les contacter eux. Donc, pareil, mais puis sur le Mac à Montréal, par contre, c'est plus un problème, là. Mais j'irais voir aussi carrément avec les entreprises qui sont spécialisées en Mac, en Apple, puis leur dire là, je ne m'en sers pas, je ne veux pas investir dessus, mais je me demandais si vous aviez des pièces. Parce que parfois, là, 2009, c'est peut-être un peu trop récent encore, mais c'était 2003-2004, là. La dernière fois où j'ai fait ça, c'était autour de 2003-2004, en fait. Puis, j'avais besoin d'un truc pour pas le iMac, mais le eMac, le Mac Éducation. Puis, le gars était tellement fier de me montrer qu'il avait conservé. Il y en avait 3, puis il m'en a donné un. Puis, c'est aussi simple que ça. Là, donc, disons, chasser un appareil complet, ce serait ma réponse. Puis, si je regarde juste pour le fun, si on a un guide pour le iMac
Peut-être, peut-être pas. C'est vraiment mon premier arrêt. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur arrêt, mais boutique. Ouais, OK. Ben voilà, c'est ça. C'est parce qu'ils font aussi la vente des appareils. Donc, peut-être qu'ils auraient. Ah ben, voilà. Ça fait exprès, hein? Alors voilà, on a un peu plus de guide. Puis, ce qui est chouette dans iFixit, c'est que de un, on va nous indiquer la difficulté de la réparation, mais ils font aussi pour des appareils qui sont en vente présentement, donc on peut aller voir si on s'emballe quand on veut aller acheter quelque chose, et voilà. Puis, si jamais vous le faites, voilà, on vous invite à contribuer des meilleures images. Mais donc voilà, la grosse difficulté dans ce cas-ci, c'est d'aller soulever l'écran sans casser l'écran. Oui, ça, je l'ai déjà fait, c'est bon. Ouais, voilà. Sinon, Merci. Tournevis Works, rien de. Voilà. Donc, Merci. ben, ça fait plaisir. Je suis là pour ça. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Non. Salut René. Salut, merci pour la présentation, c'est très intéressant. Je avais entendu parler de ces initiatives, mais je ne sais pas à quel point elles sont répandues au Canada en comparaison avec les Fab Labs, non? Parce qu'au moins, puisqu'en Amérique latine, le mouvement maker, les Fab Labs, no se développe pas aussi vite, ¿no? Que dans les pays plus développés, ¿no? Donc, je ne sais pas combien de centres de réparation existent, ¿no? Actuellement au Canada. C'est ce qui est dit. Je pense que ce qu'il faut voir par rapport, c'est vraiment mon opinion personnelle, puis pas celle d'une organisation, mais il faut voir, est-ce qu'on on a les makers, on a les gens qui cherchent à vivre ça, à aller creuser leur connaissance, à aller partager leur connaissance sur comment tout faire et tout réparer. Puis ensuite, comment localement ça s'organise, ça varie beaucoup. On a une région Fab au Québec présentement parce qu'ils ont mis en commun leurs ressources, ils ont mis en commun leur infrastructure, puis c'est devenu une région plus qu'un Fab Lab. Dans un territoire comme le Canada, ça fait sens parce qu'on est vraiment avec les grandes étendues, puis la population qui est très dispersée. Je pense qu'on va voir dans les prochaines années des nouvelles modalités d'organisation pour la même chose essentiellement se développer parce qu'on a... autrement, on va rester limité aux villes, toujours, on va rester limité aux grandes villes. Mais les makers sont partout. S'il y a quelque chose, ils sont beaucoup plus à l'extérieur des villes. Donc, ouais. Merci. La présentation va être disponible pour partager? Je sais qu'elle est enregistrée. David, je ne sais pas les modalités pour le partage de ça, comment ça va être fait. Je ne sais pas trop. Attendez, je crois que j'ai un lien quelque part. Pendant que je cherche, René, où es-tu là? Je habite au Pérou. Au Pérou? Pérou, oui. Attendez, je regarde. Je crois que